mètres, restez à gauche en direction de Nantes. Il fut un temps, pas si lointain, où pour aller d'un point A à un point B, il fallait savoir lire une carte. Ce n'était pas toujours facile et il n'était pas rare d'arriver 30 minutes en retard à son rendez-vous parce qu'on s'était trompé de route. Le GPS a réglé tout ça. Il nous guide, il nous informe des bouchons, des accidents, des travaux. Bref, il nous conduit au sens le plus littéral qui soit. On n'a plus besoin de penser à l'itinéraire. Je vous propose une petite expérience de pensée. Imaginons une société où cette logique aurait été poussée à son extrême. Un jour, des technocrates du ministère des Transports et de l'Efficacité essayent de chiffrer précisément l'argent que le GPS fait gagner à la société. Des taxis plus productifs, des routiers plus performants, des commerciaux qui peuvent voir plus de clients dans la journée. Tout ça se comptabilise. Après divers calculs savants, ils arrivent à plusieurs milliards de gagnés. C'est pas mal, mais il reste quelques traditionalistes, des automobilistes qui préfèrent utiliser une carte, ou même pire, leur sens de l'orientation. Ce manque de transparence ne peut être toléré plus longtemps. Alors une loi est promulguée, le GPS sera maintenant obligatoire pour se déplacer sur les routes. Et ça marche. 2 ans plus tard, quelques milliards de plus sont économisés. Les routes deviennent plus fluides, les camions arrivent à l'heure et les taxis optimisent tout leur trajet. Le temps, c'est de l'argent. Et ici, on l'a bien compris. Alors on commence à se dire que le GPS devrait être implanté dans les citoyens eux-mêmes. Un bracelet électronique, une puce sous la peau, peu importe la méthode. Même à pied, les trajets deviennent chronométrés, minutés et au final optimisés. Le trajet jusqu'au travail est en moyenne 14% plus rapide, celui jusqu'à la boulangerie 36%. Toute la société devient plus rapide, plus efficace et plus riche. Alors, on ne s'arrête pas là. On implémente une IA reliée à chaque citoyen pour optimiser leur journée. L'IA apprend nos habitudes et nous propose des déplacements avant même qu'on les demande. Elle connaît nos constantes biologiques, notre emploi du temps et n'hésite pas à nous obliger d'aller faire les courses au moment le plus optimal pour ne pas perdre de temps. Les yeux rivés sur nos GPS boostés à l'intelligence artificielle, plus personne ne sait s'orienter sans. On a perdu la carte mentale des villes, l'intuition des trajets et la mémoire des rues. Mais depuis le début, des rebelles tentent d'aller à contre-courant. Ces fous pensent qu'un trajet ne doit pas être optimisé, mais qu'on peut parfois aimer en étirer la durée. Contre la marche du progrès, ils rêvent de flâner en chemin. Ce qu'ils veulent, c'est éteindre le GPS. Sauf que la société a rendu cette action insensée et impossible. Conseillé par l'intelligence artificielle, le ministère a enlevé tous les panneaux indiquant le nom des rues. Les trottoirs ont été optimisés pour être parcourus avec des GPS. Les horaires des trains et des bus ont été calibrés sur les GPS de chaque citoyen. Et faute d'utilité, les cartes ne sont plus mises à jour et sont devenues des curiosités que seuls quelques historiens excentriques étudient encore. Aucun retour en arrière n'est possible. Les citoyens ont perdu définitivement le pouvoir de choisir comment se déplacer. Pourtant, à la base, c'était une bonne idée d'optimiser son temps de trajet. Vous n'êtes pas d'accord ? Bien sûr, la petite histoire que je viens de vous raconter n'est qu'une fable. Une société qui déléguerait à une machine le soin d'optimiser ses décisions jusqu'à ne plus savoir décider elle-même. Ce serait grotesque, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Attendez, ne partez pas. Vous n'êtes pas sur une vidéo qui annonce un futur apocalyptique dominé par l'intelligence artificielle. Je ne vous parlerai pas d'IA super intelligente, ni de cyberattaques dévastatrices boostées à l'IA. Non, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un mal bien plus insidieux. La perte progressive du pouvoir de l'humain sur la société. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en lisant un papier publié il y a 1 an par 6 scientifiques. Le titre de cet article c'est Gradual Disempowerment, qu'on pourrait traduire en français par perte de pouvoir progressive. Pour comprendre ce qui se cache derrière cette idée, commençons, si vous le voulez bien, par voir la société humaine comme ce rectangle. À l'intérieur, on retrouve plein de systèmes. Par exemple, là, c'est la justice, ici l'économie, et là se trouve la culture. Chaque système est produit et entretenu par les humains. Et en retour, chaque système augmente globalement le bien-être des humains. Par exemple, je suis moi-même bénéficiaire du système judiciaire de mon pays qui assure la défense de mes droits, me permet de vivre dans une certaine sécurité, etc. En retour, j'entretiens ce système en votant et en payant des impôts. Voyez ça comme un échange. Le système sert les humains qui le produisent. Dans ce cas, les chercheurs parlent alors d'alignement. Ce mot n'est pas choisi au hasard, il nous vient du domaine de l'intelligence artificielle. On dit qu'une IA est alignée lorsqu'elle suit correctement les intentions de ses concepteurs. Dans la société, les humains font de leur mieux pour aligner les systèmes à leurs propres besoins. Les humains entretiennent des systèmes qui les servent, ça paraît logique. Cependant, ça n'a réussi pas toujours. L'histoire humaine en est parsemée d'exemples. Il n'y a qu'à voir les régimes totalitaires ou la traite des esclaves par exemple. On parle alors de désalignement. Mais même dans ces cas, les systèmes continuent de dépendre d'humains qui ont le pouvoir de les changer.
Voilà, on arrive au mot-clé de cette vidéo, le pouvoir. Si un système tend à s'éloigner des besoins fondamentaux humains, nous avons toujours le pouvoir de le changer. Dans la petite fable du GPS que j'ai racontée, les humains ont perdu progressivement le pouvoir de se déplacer selon leur volonté. Certes, ça paraît impossible. Pourtant, tout s'est fait progressivement, sans révolution. Ce qui était à la base un objectif d'efficacité est devenu un cauchemar de la vie quotidienne. Et c'est là tout le propos de l'article que je suis en train de vous présenter. Nous sommes déjà en train de déléguer du pouvoir à l'IA. Ça se fait sans forcer, sans révolte, avec la bénédiction de tous. Après tout, qui ne voudrait pas un peu plus d'efficacité ? Mais que se passera-t-il lorsque l'IA aura pris le contrôle du système entier ? Sera-t-elle toujours alignée avec nos besoins ? Cette question, c'est celle que se sont posées les chercheurs de l'article au travers de 3 grands systèmes sociétaux. Alors sans plus attendre, commençons par le premier. L'économie. À première vue, c'est peut-être le système le plus froid, le plus abstrait, le plus éloigné de nous. Des chiffres, des courbes, des marchés, des taux d'intérêt. Bref, pas vraiment ce qu'il y a de plus humain. Pourtant, dites-vous que quand vous achetez un café, un ordinateur ou une place de cinéma, vous ne faites pas seulement tourner l'économie. Vous exprimez un besoin, un désir, une préférence. Vous dites à votre petite échelle, je veux que cette chose existe. C'est ce qu'on appelle la demande. Et dans nos économies, cette demande vient encore très largement des humains. Concrètement, pour mesurer l'activité économique d'un pays, on utilise classiquement le PIB, le produit intérieur brut. Et aux États-Unis, par exemple, les ménages représentent environ 70% des dépenses du PIB. Mais ça s'arrête pas là. L'argent que vous dépensez devient le revenu de quelqu'un d'autre. Il paye une entreprise, mais aussi des travailleurs. Toujours aux États-Unis, environ 60% des revenus du PIB servent à payer des salaires. Autrement dit, l'économie fonctionne encore comme une grande boucle. Des humains travaillent, gagnent de l'argent, consomment et par leur choix orientent ce que la société produit. Au cours de son histoire, l'économie a été profondément transformée par de nombreuses technologies, sans pour autant que ça fragilise son fonctionnement. Prenez par exemple l'apparition de l'imprimerie au XVe siècle. Fini les manuscrits recopiés à la main, des milliers de scribes ont perdu leur emploi, mais de nouveaux métiers sont apparus. Au début du XXe siècle, les grandes villes comme Paris accueillaient plusieurs dizaines de milliers de chevaux. Ils assuraient le transport tout en faisant vivre un écosystème de palefreniers, de maréchals ferrants et autres éleveurs. L'arrivée de la voiture a détruit ces métiers, mais en a aussi créé de nouveaux. Ces développements technologiques ont tous augmenté l'efficacité des humains dans certaines tâches. Mais derrière l'imprimante ou la voiture, il y a toujours un humain aux commandes. En général, c'est ça que fait la technologie. Elle permet d'automatiser une tâche fastidieuse et pénible, ce qui permet à l'humain de se concentrer sur des rôles plus complexes. Avec l'IA, c'est très différent, car l'IA a le potentiel de nous dépasser dans n'importe quelle tâche cognitive, même les plus complexes. Le pouvoir de décision et faire les choix les plus optimaux n'échappent pas à la règle. Ce sont des capacités cognitives comme les autres, pour lesquelles les IA seront un jour meilleures que n'importe quel travailleur. Contrairement à l'imprimerie ou au cheval, chaque emploi détruit par l'IA ne va pas être redirigé vers un secteur émergent, parce que les secteurs émergents aussi seront automatisés par l'IA. Les IA finiront par être meilleurs que nous dans tous les domaines, même en recherche en intelligence artificielle. Projetons-nous un peu afin d'observer la spirale de la baisse du pouvoir humain sur l'économie. Nous sommes en 2030. Les syndicats perdent de nombreux adhérents, faute de travailleurs. Les entreprises avec des pratiques douteuses sur leurs salariés se tournent de plus en plus vers l'IA, qui elle ne rechigne pas à faire des heures supplémentaires non payées. De plus en plus de travailleurs se retrouvent au chômage, ce qui baisse leur pouvoir d'achat et donc leur consommation. Vous avez compris, c'est au final la part de l'humain dans le travail et la consommation qui se retrouve grignotée. Il est très difficile d'aller contre ce mouvement. En effet, la pression s'accentue sur les entreprises pour qu'elles délèguent une part importante de leurs compétences à l'IA. La concurrence est implacable. Pourquoi garder ce traducteur dans mon entreprise quand ChatGPT peut faire mieux à toute heure de la journée, sans risquer qu'il fasse grève et évidemment, sans être payé ? Par souci d'éthique, par conviction sociale ? Pourquoi pas, mais on se fera alors dépasser par des concurrents avec moins de scrupules. Plus besoin d'embaucher ni même de former de nouveaux employés. L'IA n'a besoin que d'une petite mise à jour déployable sur toute la planète en quelques clics. Des pans entiers de l'économie se retrouvent assurés par l'IA. Certes, on gagne en efficacité, mais on perd en compétences et en savoir-faire. Au même titre que ce chauffeur de taxi qui a perdu son sens de l'orientation à force de ne se fier qu'à son GPS. En plus, un autre problème se profile. Si les humains ne travaillent plus,
ils ne sont plus rémunérés. Et si les gens n'ont plus d'argent, qui va consommer ce que produit l'IA ? Alors, les gouvernements pourraient mettre en place un système de redistribution des revenus du capital généré par l'IA, une sorte de revenu universel pour tous si vous préférez. Imaginez un monde sans travail, l'humanité libérée une bonne fois pour toutes de la labeur. Ça fait rêver. En fait, pas vraiment. En perdant le travail, les humains perdent aussi le pouvoir de choisir vers quoi investir la richesse produite. À terme, on pourrait se retrouver avec une production dirigée inévitablement vers l'IA elle-même. Pensez à ce qui est en train de se produire depuis le début de l'année sur le marché de la RAM. La RAM est un composant électronique essentiel qui influence directement le prix des ordinateurs. Aujourd'hui, son prix s'est envolé. Certains modèles ont pris plus de 200% d'augmentation en quelques mois, provoquant mécaniquement l'augmentation du prix des ordinateurs. Depuis octobre-novembre 2025, quelque chose qu'on payait dans les 100 euros, 120 euros, coûte aujourd'hui entre 350 et 500 euros. Pourquoi une telle flambée des prix ? Eh bien, parce que la majorité de la production est maintenant vendue pour l'entraînement de nouveaux modèles d'IA. Par exemple, OpenAI aurait déjà commandé près de 40% de la production mondiale de l'année. On est en train d'assister à une redirection de l'économie mondiale en faveur de l'IA et au détriment des consommateurs. Alors certes, ce sont toujours des humains derrière ces prises de décision, mais qu'en sera-t-il lorsque c'est l'IA elle-même qui sera aux commandes ? On l'oublie trop souvent, mais le métier qu'on exerce est une forme de pouvoir invisible. On a tendance à croire que notre pouvoir vient seulement du vote, des lois, des droits, des grandes décisions politiques. Mais en réalité, les systèmes sociaux dépendent de nous de 1000 manières beaucoup plus discrètes. Ils ont besoin de notre travail, de notre attention, de notre argent, de notre confiance, de nos compétences. Tant que le système a besoin de nous pour fonctionner, il est obligé, au moins en partie, de rester aligné avec nos besoins. Mais si l'IA produit, décide, optimise, investit, organise l'économie mieux que nous, alors cette dépendance disparaît progressivement. L'économie pourrait continuer à tourner, à croître, à s'optimiser, sans que les humains soient nécessaires à son fonctionnement. Comme des passagers à l'arrière d'une voiture autonome, confortablement installés, peut-être même satisfaits du trajet, mais sans les mains sur le volant et sans possibilité de choisir la destination. D'autant que l'économie n'est pas le seul grand système sociétal touché par l'IA. Il y en a un autre, encore plus tangible, car il s'invite directement dans notre quotidien. La culture est un ensemble de croyances, de pratiques, de valeurs et d'artefacts. Historiquement, la culture est produite par des humains pour des humains. Mais désormais, une alternative émerge. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent générer des récits, des mélodies, des images, des idéologies et même des relations sociales. Ces artefacts sont produits à grande échelle, à faible coût, et ils peuvent être personnalisés pour chaque individu. Tout le début de ce chapitre a été généré par une IA. C'est pas mal, non ? Je sais pas, à vous de juger. À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous ne pouvez pas être passé à côté. L'IA prend une place de plus en plus importante dans la culture que l'on consomme. Images, musique, films, tout y passe. Sur les réseaux sociaux, ça devient une véritable épidémie. Regardez cette coulée. Vous avez vu le stem de Frédita ? Je sais pas ce qu'il y avait dedans les mecs, mais j'entends les couleurs. Au-delà de la production culturelle, l'IA prend aussi une place de plus en plus grande dans notre vie sentimentale. Il n'est pas rare de voir des gens qui utilisent ChatGPT comme un confident ou même un psychologue. Dans nos sociétés individualistes, la solitude est un fléau qui se répand de plus en plus vite. Et pour l'employé qui rentre d'une dure journée de travail dans son petit studio parisien et qui n'a personne à qui parler, l'IA peut faire office d'une oreille attentive. Alors, vous pourriez me dire que ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle de la culture, ça, non ? C'est vrai, mais les auteurs de l'article utilisent une définition assez large de la culture. Pour eux, la culture, c'est l'ensemble de toutes les croyances, pratiques et valeurs de la société. Ça englobe évidemment l'art et les médias, mais aussi les usages et les technologies. Difficile de dater précisément l'apparition de la culture. Certains anthropologues la font remonter à l'apparition des premiers outils, il y a plus de 2,6 millions d'années. Depuis, elle n'a cessé d'évoluer au gré des progrès technologiques. Pour comprendre l'évolution de la culture, on peut adopter la même vision que pour l'évolution biologique. C'est juste qu'au lieu de parler de gènes biologiques, on parle de mèmes culturels. Comme les gènes, les mèmes peuvent se transmettre, muter et donc évoluer. La dernière vidéo virale sur TikTok est un mème, tout comme le dernier film de Tarantino ou le nouveau tube de BTS. Les mèmes englobent aussi les usages. La maîtrise du feu, il y a 400 000 ans, est un mème, tout comme l'apparition de l'écriture et de l'agriculture.
Ces mèmes se sont tous propagés en suivant des lois similaires à celles de l'évolution biologique. En gros, ils se maintiennent et se dispersent s'ils apportent un avantage aux individus ou aux communautés qui les adoptent. C'est là qu'on revient sur le concept d'alignement. On dit que les mèmes sont alignés sur le bien-être humain. Parfois, c'est vrai, certains mèmes prolifèrent en exploitant nos vulnérabilités psychologiques, un peu comme des parasites. On peut penser par exemple aux théories du complot ou à la nourriture trop riche en sucre. Mais dans tous les cas, l'humain garde le contrôle puisqu'il est à l'origine de la culture. On retrouve cette notion d'échange entre l'humain qui produit des mèmes qui vont en retour agir sur son bien-être. Alors, que se passe-t-il lorsque l'IA devient le producteur numéro 1 de la culture consommée par les humains? Le risque est évidemment le désalignement. Aujourd'hui, l'IA est massivement utilisée sur les réseaux sociaux, non pas pour augmenter le bien-être, mais pour maximiser la viralité et le taux de clic. Elle exploite des vulnérabilités psychologiques pour venir taper directement dans notre cerveau. Regardez par exemple le phénomène des Italian brain rot. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Komen katanya kalau ada orang. Des créatures générées par IA accompagnées d'une voix qui débite un texte en italien sans aucun sens. Le succès est fulgurant, surtout chez les enfants, qui se ruent sur des jouets à l'effigie de ces créatures. Panzini, Bananini. Stroller, tung sahur. Bombardillo, crocodilo. Oh, cappuccino assassino. Alors oui, c'est complètement idiot. Et évidemment, on n'a pas attendu l'IA pour produire des modes absurdes, des chansons insupportables, ou des contenus qui rendent les enfants hystériques. Mais normalement, une culture apprend à se défendre. Quand un nouvel élément culturel apparaît, il commence souvent par nous prendre de vitesse. Puis, peu à peu, on développe des réflexes. On apprend à reconnaître une pub déguisée ou à se méfier d'une arnaque trop belle pour être vraie. C'est une sorte de système immunitaire culturel. Le problème, c'est que l'IA accélère tout. Elle peut tester des milliers de formats, de voix, d'images, de blagues et de chansons si rapidement que notre capacité à gérer tout ça serait complètement dépassée, comme un système immunitaire face à un virus qui mute trop vite. Et ça, ce n'est pas qu'une menace possible, c'est déjà en train d'arriver. Depuis quelques années, l'IA s'est imposée dans tous les domaines de la culture. Dans la musique par exemple, l'IA est partout. Deezer a récemment déclaré que c'est pas moins de 44% des nouveaux morceaux uploadés chaque jour sur la plateforme qui sont générés par intelligence artificielle. Vous en avez déjà certainement écouté sans même vous en rendre compte. Parce que la plupart d'entre nous n'arrivons simplement pas à la distinguer de vrais artistes. Même dans la recherche scientifique, les chercheurs utilisent de plus en plus l'IA pour rédiger leurs papiers. On voit apparaître et se propager des mots qui étaient habituellement plutôt rares dans les articles, comme delve ou meticulous. Ces mots n'étaient pas utilisés habituellement. Ils deviennent communs parce que l'IA a tendance à les utiliser. Nous sommes littéralement en train d'assister à une nouvelle façon d'écrire la science, guidée et façonnée par l'IA. Aujourd'hui, tout ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute peut être généré par intelligence artificielle. Même moi, vous ne pouvez pas être certain à 100% que je ne suis pas un avatar. Je vous assure que je suis un humain, mais une IA dirait la même chose. Après tout, les influenceurs IA sont déjà là. Il existe même des tutos pour apprendre comment créer le vôtre. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que bientôt, cette culture made in IA sera majoritairement consommée par des IA elles-mêmes. Voilà, c'est là qu'on arrive au point névralgique. Sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a peut-être des commentaires écrits par des bots. Sur ce site par exemple, on apprend à générer des commentaires qui imitent parfaitement le comportement humain. On peut aussi faire la même chose avec les vues. En 2024, on estime que 50% du trafic internet mondial est assuré par des bots. Comprenez bien ce que ça veut dire. Nous, humains, partageons équitablement le réseau internet mondial avec des robots. Et c'était il y a 2 ans. Nous sommes en train de réaliser la prédiction de l'internet mort, c'est-à-dire un internet rempli de contenu généré par IA et massivement consommé par des IA. Le constat est d'autant plus effrayant que ces systèmes ont tendance à s'auto-alimenter, puisque les modèles d'IA sont entraînés sur ce qui se trouve sur internet. Nous entrons dans une nouvelle ère de la culture, une ère où la production culturelle est assurée par des IA dans le but d'être consommée par d'autres IA. L'humain n'est plus dans l'équation. Le bien-être et les besoins des humains ne sont plus la cible de la culture. Le citoyen du futur pourra rentrer chez lui avec de la musique générée par IA dans les oreilles, une musique qu'il apprécie particulièrement. C'est normal, l'IA connaît tout de lui.
Une fois chez lui, il aura une conversation enrichissante avec son assistant virtuel, un peu comme dans l'excellent film Her. Et puis, fatigué de sa journée, il regardera un film généré par l'IA dont il aura choisi la durée, le style et la couleur de peau des personnages. Une perte de pouvoir totale au profit d'un divertissement total. Mais évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Une fois que l'IA produira notre richesse, façonnera notre culture, influencera ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on pense, il restera encore un système à conquérir. Un système qui peut lever l'impôt, écrire les règles, surveiller les citoyens, envoyer la police et décider la guerre. Faisons une petite expérience de pensée. Imaginez que vous soyez à la tête d'un petit village d'un millier d'habitants. Vous avez le projet de construire un nouveau gymnase sur votre commune. Certains habitants en sont très contents, mais d'autres pointent du doigt les dégâts écologiques que la construction pourrait générer sur le petit étang, juste à côté du site. D'autres encore prétextent que ça coûte trop cher et que l'argent pourrait être utilisé autrement. C'est compliqué, la démocratie. Vous n'avez pas envie de demander l'avis de tout le monde. Après tout, vous êtes le maire. Alors, vous demandez à l'intelligence artificielle. Celle-ci vous donne une réponse argumentée, cohérente et logique. Il ne faut pas construire le gymnase. 2 mois plus tard, vous constatez que le comptable de la mairie est trop souvent en arrêt maladie. En plus de ne pas être sympa, il fait parfois des erreurs. Votre décision est prise. Vous le virez et le remplacez par une IA. Celle-ci travaille jour et nuit. Elle ne se plaint pas et ne reçoit pas de salaire. C'est parfait. Un jour, des habitants se plaignent que des jeunes traînent le soir dans le village. Certains parlent de cambriolage. En gros, ils ne se sentent plus en sécurité. Mais vous avez la solution. Vous décidez d'installer un essaim d'une centaine de drones au-dessus du village qui peuvent surveiller en permanence les allées et venues. Et un beau jour, vous avez la révélation. Toutes les décisions que vous avez prises auraient largement pu l'être par une IA. Alors un soir, vous écrivez vos dernières instructions. Maximiser l'économie, diminuer la délinquance, etc. Il ne vous reste plus qu'à partir en vacances et laisser tourner le village. Alors oui, cette petite histoire pourrait être tirée d'un épisode de Black Mirror. Cependant, elle n'en reste pas moins illustrative pour comprendre vers quoi on s'engage. Aujourd'hui, les États modernes assurent une grande partie des besoins fondamentaux des êtres humains, que ce soit en termes d'infrastructures, de protection des droits individuels ou même d'éducation. L'État est partout. En échange, les citoyens assurent son fonctionnement en fournissant la main-d'œuvre pour faire fonctionner l'administration et en payant des impôts pour le financer. On a parfois tendance à voir l'État comme une entité désincarnée, éloignée de notre quotidien. Mais au final, le pouvoir de l'État dépend directement des humains sur lesquels il s'exerce. C'est ça qui fait que l'État est en général aligné sur le besoin des citoyens. Même dans les pires régimes autocratiques, il faut que l'État assure au minimum les besoins vitaux de ses citoyens. Dans le cas contraire, il pourrait refuser de participer à son fonctionnement, jusqu'à provoquer une révolution. Ce n'est pas pour rien que toutes les dictatures ont mis en place une propagande de grande ampleur et un culte du chef, sans un minimum d'approbation de la part des citoyens. Même le plus grand bourreau de l'histoire ne peut rien. Dans les régimes démocratiques, l'État peut être vu comme un contrat qui est passé entre chaque citoyen et la collectivité. Le citoyen accepte de déléguer un peu de son pouvoir individuel pour récolter du bien-être, de la sécurité, de l'éducation et des routes bien entretenues. Prenons un exemple, les recettes fiscales. Elles permettent d'assurer le financement de l'État. Ils proviennent en grande partie du travail et de la consommation. Mais si les IA finissent par assurer une grande partie du travail, alors il va falloir songer à une autre forme de financement. Très bien, on peut par exemple taxer les profits générés par IA et rediriger cet argent vers les citoyens par un revenu universel. Mais alors, l'État n'aura plus aucun intérêt à investir dans le bien-être de ses citoyens. Après tout, il ne dépend plus d'eux pour se financer. On voit ici encore se dessiner cette notion d'échange entre un système sociétal et nous. La participation à l'impôt est une forme d'échange monétaire entre l'individu et la collectivité. Je dirais même plus, l'impôt est une forme de pouvoir qu'exercent les citoyens sur l'État. En diminuant la part du travail humain dans la participation à l'impôt, l'IA est donc en train d'affaiblir notre pouvoir sur les prises de décision collectives. Alors vous pourriez me rétorquer que l'humain sera toujours au centre des lois qui sont votées. Certes, on perd un peu de notre pouvoir de financement, mais on a toujours celui de prendre les grandes décisions de la nation. Alors oui et non. Aujourd'hui, l'IA est utilisée massivement pour rédiger des contrats ou analyser des documents juridiques.
Par exemple, la banque JP Morgan utilise depuis 10 ans un logiciel d'analyse de contrats commerciaux, leur faisant économiser 360 000 heures de travail juridique en quelques secondes. Une très grande partie des lois et autres règlements sont de nature technique. Elles n'ont d'autre vocation que de résoudre des problèmes extrêmement concrets. Pour vous en convaincre, je vous conseille d'aller voir la page officielle des lois promulguées à l'Assemblée nationale. Par exemple, on a ici une loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'une IA ne pourrait pas faire ça ? Imaginez le temps gagné en débats politiciens stériles qui ne mènent à rien si on laisse l'IA rédiger ses lois. Dans ce domaine, l'Albanie a pris de l'avance, puisque le 11 décembre 2025, elle a officiellement nommé une IA en tant que ministre des marchés publics. L'objectif affiché est clair. Réduire l'influence humaine dans l'attribution des marchés publics afin de limiter la corruption. Un autre secteur étatique où l'IA commence à prendre de plus en plus de place, c'est évidemment la sécurité et l'armée. Ça paraît logique, la défense est un secteur extrêmement technique et l'avantage technologique est bien souvent décisif sur le terrain d'opération. Récemment, on a vu l'IA en action lors de l'invasion de la bande de Gaza. L'armée israélienne a utilisé le logiciel Lavender pour maintenir un rythme de frappe effréné. Lavender compile des informations visuelles prises sur le terrain avec des données sur Internet. En un temps très court, elle désigne alors si l'individu identifié est un membre du Hamas ou pas. Un soldat israélien le dit lui-même, on n'a pas plus de 20 secondes pour décider de la frappe. Et tant pis si le logiciel n'a que 90% de fiabilité. Les 10% d'innocents sont le prix à payer de l'efficacité. Aujourd'hui, toutes les armées modernes utilisent ce type de logiciel. L'armée américaine a par exemple signé un contrat de 200 millions de dollars pour intégrer l'IA d'Elon Musk. Dans le domaine du renseignement et de l'identification des personnes, on retrouve la même logique. Des entreprises comme Palantir et Clearview fournissent des logiciels haute agence étatique qui leur permettent d'identifier n'importe qui. Les scandales s'enchaînent, mais ça n'arrête pas la marche du progrès. Rassembler des informations sur une personne, les compiler, les interpréter, tout ça prend un temps trop long. L'IA permet de le faire en quelques secondes. Alors on se retrouve avec le même schéma. On accepte de déléguer à l'IA le pouvoir de désigner quelqu'un comme une cible ou un opposant. Dans tous les domaines, la logique est similaire. Pourquoi devrait-on délibérément se passer d'une technologie qui améliore les performances ? Et de toute façon, si ce n'est pas nous qui l'utilisons, ce sera l'entreprise concurrente ou l'État rival qui le fera. Nous vivons dans un monde où tout est quantifié en permanence. On appelle ça le PIB, le taux de clic, les notes scolaires et le rendement. La propagation de l'IA dans les différents systèmes agit finalement comme un révélateur de nos sociétés, des sociétés de performance. Alors le même mécanisme se reproduit encore et encore. Une promesse d'efficacité, une délégation du pouvoir, puis une dépendance. Et si cette logique continue, nous pourrions purement et simplement perdre le contrôle sur notre avenir. Pendant des décennies, la science-fiction nous a vendu une image très claire de la révolte des machines. Des robots qui se soulèvent, des villes en flammes, une guerre sanglante entre l'homme et l'intelligence artificielle. Pourtant, la réalité est bien différente. L'IA n'a même pas besoin de prendre le contrôle. C'est nous qui sommes en train de le lui donner. On l'injecte dans tous les domaines de la société, par petites touches, doucement, sans qu'on s'en rende compte. C'est un phénomène qui avance masqué, un pas après l'autre. Cette vidéo générée par IA que vous avez vu passer sur les réseaux, ce professeur qui utilise ChatGPT pour créer des exercices, cette illustratrice qui a perdu ses clients. Petit à petit, toute la société devient dépendante de l'IA, comme le conducteur est dépendant de son GPS. Et être dépendant de quelqu'un ou quelque chose, c'est lui donner du pouvoir sur nous. Dans ma dernière vidéo d'analyse, je vous expliquais l'immense danger que représentent les IA qui commencent à échapper à notre contrôle et à agir contre les intentions de leurs concepteurs. Mais ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est qu'en réalité, même si chaque IA individuelle faisait globalement ce qu'on lui demande, l'ensemble du système pourrait quand même dériver vers des objectifs de plus en plus étrangers aux intérêts humains. Il suffirait que les mécanismes actuels continuent leur route. Des entreprises qui cherchent à aller plus vite, des États qui veulent rester compétitifs, des individus qui délèguent leur choix parce que c'est plus pratique. Et petit à petit, sans bataille épique, sans déclaration de guerre, sans même que nous ayons l'impression de renoncer à quoi que ce soit, nous pourrions nous retrouver dans un monde où l'IA aura automatisé la majorité des emplois humains, des productions culturelles et des décisions étatiques.
Imaginez l'immense concentration de pouvoir que cela représenterait pour les géants de la tech qui contrôlent ces intelligences artificielles. Ils pourraient décider de la direction que prendra notre civilisation, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils pourraient couper votre revenu universel. L'État ne pourrait même plus vous protéger, puisque ses propres décisions auraient aussi été déléguées à des IA. Les méthodes que nous avons utilisées par le passé pour lutter contre les tyrans ne fonctionneraient plus. Nous ne pourrions plus faire grève parce que nous ne travaillerons plus. Nous ne pourrions plus faire la révolution parce qu'ils contrôleraient aussi l'armée automatisée. Qu'allez-vous faire avec votre petite fronde face à un drone tueur autonome ? Aujourd'hui déjà, les géants de la tech sont plus puissants que certains États, mais là, leur pouvoir pourrait être démultiplié. On pourrait alors basculer dans ce qu'on appelle un value lock-in, un verrouillage des valeurs, un monde dont il serait impossible de sortir. Même la plus grande volonté citoyenne ne pèserait plus grand-chose face au pouvoir démiurgique de quelques géants technologiques. Et encore, de quelle volonté citoyenne parle-t-on si elle est elle-même façonnée par une culture entièrement produite et distribuée par des intelligences artificielles ? Au final, on pourrait se retrouver avec quelques multimilliardaires ayant un pouvoir total sur le monde. Ou pire encore, même eux pourraient finir par être évincés. Car leurs décisions aussi sont des facultés cognitives. Et comme toutes les facultés cognitives, elles pourraient être automatisées par l'IA. On se retrouverait alors avec une économie, une culture et un état où plus aucun humain n'est réellement dans la boucle. Même les grands patrons de la tech deviendraient incapables de comprendre ce monde trop automatisé, trop rapide, trop complexe, trop étranger à leur pauvre cerveau d'Homo sapiens. Le grand démiurge du monde ne serait alors même plus un milliardaire. Ce serait l'intelligence artificielle elle-même.